Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes avec Jeanne Danielle Nlaté. Je rappelle que vous êtes la présidente du réseau des femmes actives de la CEMAC, en abrégé REFAC. Alors dites-nous concrètement, la REFAC, le REFAC, qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais le dire le plus simplement possible. C'est un regroupement au départ des femmes décidées à lutter contre la pauvreté. Je vais le dire comme ça. Et on a mis active. Parce que des fois, on voit dynamique, on voit des choses, oui, mais toutes sont actives. Ça veut dire qu'une femme, même au foyer, doit s'activer pour s'autonomiser, donc se former, être encadrée. Nous avons donc formé ce regroupement ou ce réseau. Réseau parce qu'il est parti du Cameroun, de différentes régions, 7 sur 11, il faut beaucoup, sur 10, pardon. On n'a pas pu avoir les moyens de propager, mais on va nous dire pourquoi avez-vous pu aller jusqu'en Afrique centrale et RDC. Par justement le peu que nous avions fait ici, nous avons été invités à nous établir dans les pays de la CEMAC, en RDC, avoir des points focaux en Angola, au Burundi et autres. Voilà, donc c'est cette dynamique que nous souhaitons, c'est une vision que nous partageons avec les femmes et même les hommes qui veulent bien émerger. À quel niveau, à quelle proportion situez-vous la participation de la femme dans l'émergence des nations comme le Cameroun et pourquoi pas de la sous-région Afrique centrale? La femme, je dirais, sans fioriture, qu'elle est le moteur de l'économie, qu'on le veuille ou pas. Parce que le secteur informel, non maîtrisé d'ailleurs, est l'un des secteurs qui contribue au développement non seulement des familles, parce que vous verrez les Bayam Selam, vous verrez des femmes en bordure de route qui nourrissent les familles. Des fois, c'est des familles monoparentales où la femme est chef de famille, arrive à s'occuper des enfants, les envoyer à l'école, s'occuper même de la famille dans l'arrière-pays. C'est elle qui produit, c'est la femme productrice, donc agricultrice, qui élève les bêtes, qui commerce. Et aujourd'hui, et au-delà de ça, qui va même braver les frontières, les corridors, pour pouvoir nourrir l'Afrique entière. Alors, donc, c'est pas prétentieux de dire que la femme est le moteur de l'économie en Afrique. Oui. C'est pas prétentieux. Quand vous irez en Afrique de l'Ouest, c'est pareil. Et même, attention, dans les pays arabes, vous verrez la femme, même voilée, qui, elle est là, elle se décarcasse. Alors, et vous, dans votre réseau, quel est votre rôle dans cet état de fait? Vous faites le constat de ce que la femme est très dynamique, très active dans l'économie. Qu'est-ce que vous comptez lui apporter de plus? Au départ, nous constatons d'abord que la femme, bien qu'active, très très active et contributrice du foyer, est marginalisée, des fois discriminée. Elle subit tout type de violence, notamment les violences économiques qui se poursuivent avec les violences ou qui s'aggravent avec les violences physiques. Oui. On voit que c'est elle qui est violée des fois parce qu'elle n'a pas le pouvoir d'achat. Elle est, elle vit dans la précarité. Oui. Des fois, elle n'a pas d'activité. Donc, il fallait donc mener cette action de regrouper les femmes, de pouvoir leur inculquer des notions dans les domaines de la gestion commerciale, dans les domaines de la fabrication, transformation des produits agroalimentaires, l'agriculture et tout ce que nous pouvons trouver aujourd'hui comme métier, l'artisanat. Oui. Donc les mettre ensemble et pouvoir mener ensemble le plaidoyer déjà, œuvrer pour leur défense. Parce que certaines ont des capacités ou des dons qu'elles n'arrivent pas à développer et à mettre sur le marché. Donc maintenant, nous mettre ensemble et pouvoir aller au-delà de nos pays, nous retrouver, parce qu'on dit l'union fait la force.
Alors nous retrouver et pouvoir braver un peu toutes ces barrières psychologiques, matérielles, physiques et autres. Alors parlons de ces barrières psychologiques justement. On sait que la femme africaine et aussi la femme camerounaise dans une certaine mesure est considérée toujours comme cette mère au foyer, celle qui est derrière l'homme et qui doit se soumettre toujours à son mari. Comment est-ce que les femmes vers lesquelles vous vous approchez accueillent la dynamique dans laquelle vous voulez les emporter? Est-ce que cette barrière psychologique-là ne constitue pas véritablement un obstacle à l'extension de vos actions? Ben, déjà, nous allons vous dire que nous n'œuvrons pas pour, la liberté dans le sens propre des femmes. Nous œuvrons pour leur autonomisation. Oui. Ça n'empêche pas qu'elles restent soumises, parce que la parole de Dieu nous dit que la femme doit être soumise à son époux et que son époux doit l'aimer. Ça veut dire qu'au-delà de la soumission, l'homme doit agir. Voilà. Moi, je pense que aimer, c'est plus fort que se soumettre. Et nous amenons les hommes aussi... Vous êtes pour l'émancipation de la femme? L'autonomisation et l'émancipation. Oui. Ce n'est pas le libertinage. Il y a nuance. La prise de conscience de soi, qu'elle sache qu'elle est la mère de l'humanité et que, par ailleurs, Dieu lui aurait donné ses dons et qu'elle devrait les utiliser à bon escient. Nous sensibilisons même les filles libres. Nous leur disons, au lieu de vendre votre corps, vous pouvez faire quelque chose de bien. Et puis, essayez de vous écouter, de trouver vos dons. Sinon, on vous montre un pléthore d'activités. Oui. Et puis, on essaie de détecter... en vous, c'est ce qui pourrait marcher. Alors, et on vous encadre dans ce sens-là. Alors, il y a aussi un problème de représentativité qui se pose. Est-ce que vous pensez que la gente féminine est assez représentée pour ce qui est du Cameroun, par exemple, ou même de la zone SEMAC? Est-ce qu'elle est assez représentée dans les hautes instances de décision? Et là, la responsabilité revient aux États qui, je vais le dire ainsi, ne prennent pas assez en compte le talent et même le génie de certaines femmes. Vous abondez déjà sur le domaine politique. Hein? Non, il n'est pas politique. Oui, c'est que nous savons, on parle de 50-50, égalité de genre, égalité de si. Écoutez. Vous êtes pour l'égalité de genre? Mais moi, je pense qu'égalité, oui, mais aussi je dis, qu'est-ce que l'égalité? Je pense qu'on devrait penser compétence. Je pense qu'on devrait penser qualité, don, talent. Voilà, ça veut dire que si on a une femme qui conduit le mieux un bus, qu'on lui confie ce bus-là, et qu'on lui donne la possibilité d'aller à l'école d'abord, parce que nous avons des régions où la fille est vouée au mariage. Ah, voilà, elle est vouée au mariage, elle est excisée, elle n'a même pas, on ne lui donne même pas la chance de se retrouver, de s'exprimer. Alors, donc il est question dans un premier temps de laisser à chaque individu, à chaque être humain, de lui donner l'opportunité de s'exprimer, de se développer, de vivre, Alors, sur la représentativité des femmes dans les hautes sphères de décision, vous étiez Oui, ben, je disais que je sais qu'au Cameroun, c'est 30% de femmes dans les instances de décision et autres. Oui. Et je sais que ça n'a pas beaucoup progressé. Ça n'a pas beaucoup progressé parce que nous avions travaillé il n'y a pas longtemps sur les statistiques et nous avons essayé d'identifier les femmes nommées à X ou X endroit. Mais il y a une évolution parce que quand vous allez par exemple dans les communes, on trouve quand même des femmes, si elle n'est pas mère, elle est quand même conseillère, même s'il y a trop de mères hommes, c'est encore au masculin le maire. C'est difficile. Quand on dit madame la maire, ça pèse un peu. Oui. Et madame la sous-préfète. On a toujours une sous-préfète adjointe. C'est difficile. Il y a quelques femmes, quelques rares, une ou deux, je ne sais plus, ou 3 femmes préfètes. Cameroun, pas encore de femmes gouverneurs. Non. Pas de femmes générales. Pas encore. Donc, nous attendons. Nous attendons. Alors, oui. Et s'il fallait dresser une cartographie des activités du REFAC? Oui. En quelques secondes, quelques minutes, que diriez-vous? Quelles sont les activités, les grandes activités que vous avez eu à mener? J'en pose la question. Quel est le bilan de vos activités que vous pouvez dresser à ce jour? Ben, écoutez, vu les moyens que nous utilisons, donc d'abord le capital humain, parce que le capital financier, honnêtement,
On ne peut pas dire qu'on en a, même si pour une de nos activités, nous avons le soutien du gouvernement du Cameroun et des fois, sporadiquement, d'autres institutions, quand même quelques entreprises, il faut saluer. Le gouvernement du Cameroun ayant fait beaucoup d'efforts pour institutionnaliser la FOTRAC, qui est la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC. On en parlera d'ailleurs. On en parlera. Et nous menons, par exemple, des activités dans le domaine de l'humanitaire. Oui. Je vous disais que j'ai un penchant spécial pour l'humanitaire. Donc, nous occuper des personnes vivant dans des situations difficiles, précaires, ça peut être les handicapés. On a cette branche, certains qui s'en occupent. Parce qu'un réseau, c'est un ensemble. Notre réseau est, multisecteur. Ce n'est pas un réseau spécialisé. On nous parle de spécialisation, c'est difficile. Nous avons des compétences diverses, des femmes infirmières, des femmes en retraite qui veulent bien s'occuper des enfants. Nous avons celles qui ont des compétences pour encadrer les femmes entrepreneurs, les pousser à l'entrepreneuriat et consorts. Des femmes même fonctionnaires qui peuvent un peu édifier certaines sur tout ce qui est, traitement d'un dossier administratif et autres. Donc, pour vous dire, on a dans ces activités pour la promotion des échanges, de faciliter les échanges, non seulement aux plus petits entrepreneurs ou ceux qui veulent bien entreprendre, notamment les femmes et les jeunes. Oui. Et maintenant, la FOTRAC qui est cette plateforme qui regroupe, comme vous l'avez dit, on va développer tout à l'heure. Les acteurs au développement. Maintenant, comme je disais... Oui, on peut déjà y aller, si non, je vais insister sur les personnes vivant en situation difficile, telles que les déplacés internes, les jeunes, les femmes. Nous en occupons, essayons de réarmer le moral parce que notez que depuis 12 ans, nous avons été appelés pour parler prévention des conflits, préservation de la paix, résolution des conflits. Donc, avec la CEAC UNOCA, où j'ai eu l'honneur d'être porté à la vice-présidence de la coalition des OSC d'Afrique centrale. Oui. Donc, une passion que nous allons continuer à développer. Alors, vous êtes la promotrice de la FOTRAC, la foire transfrontalière annuelle de la CEMAC. Vous l'avez dit vous-même, une foire multisectorielle qui regroupe les acteurs du développement de la sous-région. Elle se tient d'habitude entre le mois de juin et de juillet de chaque année. Alors, cette année, il y aura perturbation des activités, forcément. Et nous prions vraiment l'Éternel pour que l'activité se déroule fin septembre, début octobre, avant les rentrées. Alors, en quoi ça consiste concrètement? Fédérer déjà les États, fédérer les peuples. Parce qu'aujourd'hui, vous parliez de s'isoler. Corona a encore tout gâché là, parce que les frontières se referment. Briser les barrières physiques. Oui. Voilà. Faire des plaidoyers. Parce que quand nous sommes, déjà je vais vous rappeler que nous sommes au départ le réseau des femmes actives de la CEMAC, c'était les 6 États, mais aujourd'hui c'est Afrique centrale avec les femmes de RDC et les autres États que je citais. Nous avons aussi d'autres partenaires au Sénégal et ailleurs. Donc la foire nous permet de nous regrouper. Et pourquoi la frontière? C'était très difficile, mais il fallait ce concept nouveau. C'est-à-dire que nous retrouvions une frontière où des gens étaient un peu réfractaires à l'intégration, pouvoir développer des liens de solidarité, de fraternité, briser un peu la suspicion. Et on sait qu'au Cameroun, on avait la xénophobie. Quand vous allez au sud profond du Cameroun, à la frontière, moi je suis du sud, de père, de mère, Douala. Mais je vais vous dire qu'au début j'ai été rejetée, et même jusqu'à aujourd'hui, vous avez des gens qui disent « Ah, elle vient de là-bas, elle vient faire des choses ici. » C'est pourtant ma région. Donc la zone frontalière des 3 frontières, c'est une zone délicate, avec des personnes qui ne comprennent pas. C'est pourtant le même peuple. C'est le même peuple, Fantoumou et tout ça, mais qui n'arrive pas à exercer une cohésion. Il n'y a pas de cohésion réelle. C'est fermé. Donc, depuis 10 ans, la 11e édition étant, comme je vous disais, si Dieu le veut, du 24 septembre au 4 octobre, avant la rentrée, nous essayons donc de forcer, mais aussi par cette grâce divine,
nous avons réussi à entraîner les peuples de tous ces pays, mais aussi des personnes venant du Tchad, de Centrafrique, par les corridors, la route, venant du Congo-Brazzaville par avion, venant de Suisse, de Belgique, de l'Afrique de l'Ouest. Et là, finalement, est née la vision ZLECAf, Zone de libre-échange continentale. Nous pensons qu'au-delà de l'Afrique centrale, nous devons fédérer et pouvoir aider les gouvernants ou les pères fondateurs à mettre en place cette zone de libre-échange continentale. Alors, avant la fédération continentale, il y a la fédération sous-régionale qui piétine encore, je le disais en introduction de cette émission, les échanges communautaires, les échanges commerciaux intracommunautaires pour ce qui est de la CEMAC sont autour de 3%, alors qu'on devrait déjà avoir franchi ce cap depuis longtemps. Selon vous, qu'est-ce qui freine véritablement l'intégration de ces 6 pays de la CEMAC? Déjà, pourquoi la libre circulation traîne? Avant, je vous ai parlé de mentalité, parlant de xénophobie. Et je vous parlerai aussi d'une peur, paradoxalement, pas appréciable, hein, une peur, je ne veux pas dire des mots, certains mots, parce que notre objectif n'est pas de choquer, mais plutôt d'encourager l'intégration. Certains qui ont peur d'être envahis, certains qui ont peur d'être assaillis par le Grand Cameroun. Mais nous avons pris lors d'une conférence avec les maires d'Afrique centrale, où j'avais l'honneur de faire une présentation, je leur ai dit, le Nigeria et le Cameroun, c'est libre circulation. On a 200 millions d'habitants au Nigeria, même pas 10% au Cameroun, 25 millions. Presque. On n'a pas été failli. Le Bénin, Cotonou et le Nigeria. Vous voyez un peu? J'ai pris autant d'exemples pour leur dire, écoutez, c'est quand on ferme une porte que l'enfant ou la femme est curieux de regarder ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui se passe derrière la porte. Donc, ouvrir les frontières, éduquer ces populations. Donc, le problème d'abord, c'est le Cameroun, vous dites? C'est pas le Cameroun, c'est la mentalité, la compréhension, la mauvaise compréhension, la mauvaise appréciation de l'intégration. L'appréciation que les autres ont sur le Cameroun. Et que les Camerounais aussi, finalement, développent. Hein, on dit les autres sont xénophobes. Bref, il y a une peur. Ça, c'est à la base. Et maintenant, nous avons le contexte sécuritaire. Voilà. Qui n'a pas joué en faveur. On a eu des tentatives de coup d'État en Guinée équatoriale où des gens sont passés malheureusement par le Cameroun. On a eu au Gabon aussi quelques exactions de certaines brebis galeuses, hein, de certains Camerounais, Fémania et autres. Donc, je pense que ce sera une question de temps et que la ZLECAf est une planche de salut. Alors, bien entendu, la levée des frontières, c'est certes un atout pour le capitalisme, l'économie telle que nous l'avons organisée, mais cela signifie aussi partager les failles sécuritaires. Oui, Est-ce que vous prenez assez cela en compte? Cela veut dire que le Cameroun, le Tchad, la RCA devront partager ces failles sécuritaires qui se constatent et qui créent des situations chrysogènes. C'est peut-être la raison pour laquelle les pays que vous avez cités, le Gabon, la Guinée équatoriale, sont aussi réfractaires écoutez, s'il n'y avait pas de coopération transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, sûrement que ces malfrats auraient réussi aussi leur coup. Parce que notons que cette opération a été mise parce que les services de sécurité camerounais ont agi, ont pu mettre la main sur ces malfrats. Donc, je pense à mon niveau que on devrait plutôt développer les infrastructures transfrontalières. Développer et sécuriser. Ça veut dire que les outils qui ont déjà été mis en route, tels que la carte biométrique, carte d'identité biométrique, le passeport biométrique, les postes de contrôle sécurisés et uniques, que ce soit pour le transit des marchandises, que ce soit pour le contrôle d'identité qui sera déjà harmonisé. Donc, je pense que si tout cela est mis en route et que les frontières ne restent plus poreuses, parce que nous avons des gens, si vous allez à Kiossi, où nous agissons souvent, parce que du côté du Tchad, c'est simple, hein, c'est ouvert et vous arrivez, c'est bien contrôlé là, et vous pouvez passer avec votre CNI. Du côté de Centrafrique, c'est pareil. Mais de ce côté-là,
vous avez des gens qui passent par les cours d'eau pour le trafic illicite de tout bien. Ça part des produits qu'on dit vendre moins cher là-bas. Ici, le trafic est bien nourri. Oui. La douane déjouée avec d'autres complices que nous connaissons. Non, le transfert des marchandises illicites. Voilà, et ça aboutit au transfert comment dire, des armes. Oui. On a des munitions, on a souvent retrouvé là-bas. Et si les armes se sont retrouvées au niveau de Kiossi pour aller en Guinée, ça veut dire que des fois, il y a des choses qui circulent et qui mettent à mal la sécurité et qui finalement poussent à la prudence et à l'isolationnisme. Alors, le programme de réforme économique et monétaire de la CEMAC fait savoir qu'il faudra mobiliser un peu plus de 2800 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets intégrateurs. À ce jour, les montants mobilisés frôlent à peine les 15% de cette enveloppe. Est-ce qu'on peut parler d'un manque de volonté, finalement, des chefs d'État qui se regroupent, certes en moment opportun, font des promesses, mais finalement ne concrétisent pas pour le cas présent. Est-ce que les chefs d'État sont ces goulets d'étranglement qui bloquent l'intégration sous-régionale en Afrique? Écoutez, j'ai eu l'honneur d'être invité à participer à l'élaboration du document stratégique pour l'intégration régionale avec la CEAC et la BAD à Libreville. Et j'étais ravie de savoir que justement, CEMAC, CEAC, autres banques africaines, toutes les banques devraient se mettre à contribution pour pouvoir justement essayer d'apporter une solution à à tous ces problèmes d'infrastructure. Oui. Et on a à peine vous avez dit 15 milliards seulement. À peine 15%. 15%. Oui. 15%. Et vous parlez des chefs d'État. Pour moi, il y a un problème de leadership. Déjà, le Cameroun contribue. Oui. J'ai eu à parler avec le secrétaire général de la CEAC. Nous étions une délégation de la société civile. Et quand nous avons regardé, le problème vient de la contribution des États et le Cameroun contribue, beaucoup ne contribuent pas. Et je ne sais pas si c'est un manque de volonté ou alors c'est l'incompréhension ou je ne sais pas. Peut-être que certains ne veulent pas réellement cette intégration. On peut le dire comme ça. Ils sont peut-être réfractaires d'une certaine façon. Ce serait très, très hypocrite et très mauvais pour notre continent. Oui. Heureusement encore que il y a la zone de libre-échange continentale, parce que si on ne peut pas vendre à côté, on va aller au Nigeria, où nous avons une grande population, nous allons vendre en RDC. On parlera de la zone de libre-échange intercontinentale. La CEMAC, c'est une population de 51 millions à peu près d'habitants. Elle se veut un espace économique émergent où règne sécurité, solidarité et surtout bonne gouvernance. Parlons de gouvernance économique. Vous avez sans doute appris le 20 mai dernier, le ministre français des Affaires étrangères annonçait la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Paris renonce au dépôt auprès du Trésor français de la moitié des réserves de change de la Banque centrale des États donc de l'Afrique de l'Ouest. La monnaie devrait changer de nom pour devenir ECO cette fois-ci. Est-ce un exemple pour les pays de la CEMAC? Tellement d'avis contradictoires sur cette histoire de l'ECO. Nous avons vu le président Ouattara qui nous brandissait les bienfaits et puis la mise en place dans les mois à venir même de l'ECO. Nous avons vu d'autres qui clamaient le contraire. Et mais encore, j'ai pu écouter la vidéo d'un professeur d'Afrique de l'Ouest, je ne citerai pas son nom, qui disait que c'était des mises en scène. Nous ne savons plus à quel sens nous vouer. Mais je sais que vous arriverez au CFA. Oui. Mais je pense qu'il est de bon temps que les Africains se prennent en charge. Alors, les chefs d'État de la CEMAC
encore eux avaient pourtant promis ici lors de leur dernière rencontre à Yaoundé en novembre dernier, avaient demandé à la BEAC d'évaluer les possibilités voilà, pour réévaluer la coopération monétaire entre la CEMAC et la France. Jusqu'à ce jour, rien n'a encore été dit. Bon, écoutez, moi je ne peux pas dire rien parce que je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Oui, mais les résultats, résultat de novembre à juin, disons que... Aucune analyse n'a filtré jusqu'à ce jour. Moi, je vous ai dit que j'ai toujours tendance à pacifier, peut-être par ma formation et ma nature aussi, et à observer. Je me dis peut-être que la crise du coronavirus a un peu intercepté, même s'il y a des visioconférences, je sais qu'il y a des tractations. Oui. Je suis au courant qu'il y a des tractations entre la CEMAC et les pourparlers avec la France. Ça, c'est des nouvelles qui nous parviennent comme ça. Oui. Donc, espérons qu'à la fin de la crise, nous aurons déjà un bébé qui sera mis en voie. Comme on aura ECHO, on aura ECA. Peut-être. Peut-être. Voilà. Il y a le problème, entre-temps, il y a le problème de la dévaluation du franc CFA qui se pose ardemment avec cette crise du coronavirus, malgré les assurances du gouverneur de la BA qui n'en demeure pas moins que le comité de politique monétaire réuni au mois d'avril avait posé l'hypothèse d'une dévaluation du franc CFA du fait de la pandémie du coronavirus. Alors, j'ai envie de dire, il faut peut-être presser un peu le pas pour ces pays de la CEMAC pour ne pas tomber dans une récession spectaculaire qui serait finalement insoutenable pour nos nations. Ben, écoutez, je pense et j'espère que les gens, qu'on ne somnole pas au sommet, que ce soit de nos institutions et de nos gouvernements, et que tout le monde est conscient, parce que la crise sera réelle et mondiale. Oui. Et la monnaie, j'aime pas trop en parler parce que je suis pas une économiste, mais à mon niveau, vu que je m'intéresse aux questions d'échange et tout ça là, parler des termes d'échange, comprendre un peu ce que c'est, qu'est-ce que si je veux importer ou exporter, ça m'intéresse. Je me pose des questions, comment ça se fait, on nous parle des réserves du Cameroun ou des pays francophones gardés ailleurs. Dans le Trésor français, 50% des réserves du change dans un compte d'opération. Pour moi, c'est compliqué, dans mon entendement. C'est un peu compliqué en tant que vraiment entrepreneur social. Souvent, j'observe, j'observe plus et j'essaie de me renseigner, de comprendre. Mais je pense que nos décideurs prendront les bonnes décisions et ils ont intérêt parce que, vous voyez, la jeunesse avec tout ce que nous avons, les prix, la flambée des prix sur les marchés, si aujourd'hui on va dévaluer le franc CFA, ça veut dire que les prix vont encore grimper. Et nous, qu'est-ce qu'on fera? Donc je pense que personne ne dort. Je le souhaite. Alors, on va sortir du registre du franc CFA pour parler cette fois-ci de la zone de libre-échange intercontinentale africaine, un marché commun au continent africain. Est-ce une opportunité pour le Cameroun? Est-ce que le Cameroun, je reformule la question, est-ce que le Cameroun est prêt à saisir cette opportunité? Quand on sait que le pays ne produit pas beaucoup, le pays ne transforme pas beaucoup, est-ce qu'on ne risque plutôt pas à cette levée des frontières d'être envahi par les produits qui viennent d'autres nations africaines et cette fois-là être en incapacité de pouvoir produire pour exporter? Je ne pense pas. Je pense que c'est une bonne opportunité pour le Cameroun. Nous avons déjà la chance d'avoir la secrétaire générale, Madame Vera Sangui, qui aussi, lors d'un atelier au Hilton, franchement, quand on l'entendait parler, j'ai eu l'honneur de participer, d'être invité, ça nous donnait envie de courir. Ça nous donnait envie de courir vraiment et d'embrasser ce projet ou cette vision-là. Parce que malgré tout ce qu'on peut dire, les Camerounais ont un sens de l'entrepreneuriat très, très élevé. Tout ce que nous devrions faire, nous préparer à une monnaie forte et penser à la compétitivité, justement. Développer nos petites entreprises. Et ça passe par les prêts, ça passe par les subventions,
Ça passe par l'accompagnement des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics jouent leur rôle justement à ce niveau? Je vous ai dit que j'aime pas juger. Vous voulez me piéger à chaque fois. Je pense que les talents doivent être révélés. Il y en a tellement, même pendant la FOTRAC, nous voyons des merveilles, ou pendant toutes les foires, expositions promotionnelles ici au Cameroun, nous voyons des talents, des concepteurs, ingénieurs, des ingénieurs de conception qui ont produit des choses, des machines à transformer les produits. Pourquoi ne pas aller dans le modèle indien, où j'ai quand même eu la chance d'aller, ou chinois, où en tout cas dans chaque quartier, pas chaque maison, pardon, on a une mini-industrie où on peut développer les bûchettes d'allumettes, non? Les cure-dents, pour qu'on n'ait plus les importer de la France. Et il n'y a pas de peur à avoir avec cette zone de libre-échange. Si je ne peux pas vendre à côté, je vais vendre au Nigeria, comme je disais tout à l'heure. Et le marché est vaste. Je vais vendre au Ghana, je vais vendre en RDC. Alors, il y a le problème de la production. Vous savez que le taux de production conditionne forcément les coûts. Alors, nous avons en Afrique... En produisant moins, il y a de fortes chances qu'on vende peu. Parce qu'effectivement, il y a ces autres produits. Nous allons produire plus. En fait, le souci est l'industrialisation. Parce que c'est vrai, pas aussi développé que nous le souhaitons, et surtout au cas où les frontières vont s'ouvrir, les frontières d'Afrique. N'oubliez pas aussi qu'en Afrique, on a déjà des pays qui produisent du matériel de transformation, par exemple. Oui. Vous avez en Afrique du Nord, le Maroc et autres, qui nous proposent du matériel. Au Togo, je ne sais pas aussi, j'ai vu quelques usines. Au Cameroun, il y a des groupes d'ingénieurs qui fabriquent du matériel, même à base d'énergie solaire. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir peur, et je pense que nous avons des personnes compétentes qui sont allées apprendre à lier le bois au bois chez les autres, et qui sont là, mais qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer réellement, qu'on leur donne cette chance. Je connais des groupes vraiment et qui mènent des plaidoyers, qu'on prenne seulement en compte leurs plaidoyers. Il y a un groupe ADS, je suis dans ce groupe WhatsApp, où on voit des merveilles, des séchoirs solaires, des batteuses, vraiment tout ce que vous pourrez avoir. Pourquoi ne pas les accompagner de façon à ce qu'ils Je vous écoute, vous semblez très optimiste par rapport à ce projet, mais quand va-t-il finalement arriver? Quel projet? La zone de libre-échange. Mais déjà, juillet, la date, c'est juillet le lancement. C'est juillet, c'est dans un mois. C'est dans un mois, et beaucoup sont en avance. Vous pensez qu'elle sera effective? Écoutez, vous pensez que toutes les nations... moi, je vous prends parler de la CEMAC. Tenez, les 6 pays de la CEMAC refusent déjà de lever leurs frontières. Est-ce que sur les 55, et vous pensez que si 4 pays ont levé sur 6, c'est pas bien? Et même, on ne va pas dire que les autres aient véritablement refusé. Je pense qu'il faut les mettre en confiance. Il faut qu'ils balaient le risque sécuritaire, ces menaces qui pèsent sur eux. Non seulement que les peuples qu'on puisse se respecter, et qu'on puisse harmoniser les politiques, même la zone de libre-échange continentale. On parle de l'harmonisation des tarifs douaniers et la levée des barrières douanières non tarifaires. Oui. Donc, je pense que tout est communication, tout est organisation, tout est coopération, collaboration, et maintenant, management des consciences et des personnes. Alors, les plus pessimistes disent que c'est un projet qui est irréaliste, tel que vous le formulez, mais plaident plutôt pour une fédération politique. Là, on est dans un projet panafricaniste qui serait une solution idéale. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous dire, je suis une femme de terrain. Vous comprenez? Je suis une femme de terrain et je fais partie des initiatrices de certains projets tels qu'à la base, société civile, secteur privé s'organisent pour pouvoir capter le mécanisme, le comprendre et faire avancer le processus. Nous sommes d'ailleurs en train d'approcher l'Union africaine et toutes les institutions sous-régionales. Nous allons faire notre part parce que c'est plus bénéfique pour nous à la base. Les pères fondateurs, les chefs d'État ont déjà mis en place. Si nous allons attendre qu'ils viennent nous mettre cela dans le ventre, on se trompe. Tout est déjà noté, tout est acté. À nous de saisir l'opportunité, de nous mettre ensemble, de casser les égos, le leadership, de ci, de ça, et que nous puissions développer nos échanges.
que nous puissions partager les expériences, les idées de projets, développer en communauté ces projets. Ça part déjà de nous, les femmes, en groupe, ça part des femmes, des hommes entrepreneurs du secteur privé, de la société civile pour mener les plaidoyers et continuer à briser ces barrières. Jeanne-Danielle Nlaté, le temps imparti pour cette émission est arrivé à son terme. Merci à vous, je vais vous remercier d'avoir fait le déplacement jusqu'à nos studios. Échange très enrichissant, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés autant que vous êtes. On se donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera exactement 20h30. Quant à vous, je vous remercie encore d'être venu. Peut-être un dernier mot à l'endroit de ceux qui nous regardent avant qu'on ne s'en aille. Écoutez, déjà pour la chaîne, je vous souhaite beaucoup de succès. Parce que, comme je disais, l'intitulé humanitarian, ça sort du lot. Oui. Et j'inviterai un peu les médias comme vous à nous accompagner dans le projet de FOTRAC qui est justement, qui n'est pas une foire comme les autres, mais qui est cette plateforme pour susciter l'intérêt des différentes composantes de la société pour l'intégration régionale, la paix et la sécurité en Afrique. Rassurez-vous, Humanitarian TV vous accompagnera dans cette partenaires, surtout qui traînent le pas, qui souvent se disent c'est loin la zone frontalière, mais c'est toujours dans ces zones qu'on peut tirer quelque chose de bien. Donc les sponsors, nous attendons pour fin septembre, début octobre. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous, chère madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Humanitarian TV. Surtout, protégez-vous, car rien ne vaut la vie. Bonsoir.